très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. La 16e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur le terrorisme, les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique a réclamé des efforts concertés à l'échelle du continent pour améliorer la gestion des ressources naturelles et empêcher leur utilisation comme source de financement des groupes terroristes, ce qui requiert une gestion transparente de ces ressources afin de prévenir toute tension liée à leur exploitation. Une invite à des modes alternatifs de vie et d'exploitation de ces ressources naturelles à travers un modèle inclusif. Pour ce faire, différents mécanismes et initiatives ont été développés. Quels mécanismes pour une gouvernance optimale des ressources naturelles en Afrique? Comment ces mécanismes garantissent-ils la transparence et le développement durable et inclusif? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons des industries extractives et autres industries minières, ce qui constitue un secteur à haut risque de corruption et de détournement de capitaux. C'est ainsi que les organisations de la société civile se posent en sentinelle de la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux pour un développement plus inclusif et transparent basé sur l'exploitation de ces ressources extractives, ce qui a conduit à la naissance de plusieurs mécanismes efficaces tels que la norme ITIE, l'organisation Publiez ce que vous payez, le processus de Kimberley, entre autres. Ces initiatives ont contribué à la promotion de la transparence dans les industries extractives et à une meilleure gouvernance de la transparence de ces ressources minières. Quel rôle aujourd'hui de la société civile dans la promotion de la transparence? Quel impact de ce combat des organisations non gouvernementales dans la gouvernance des ressources minières? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Eliman Habikan, vous êtes président fondateur du think tank panafricain Lex Africa. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Soudaoula, et j'ai le plaisir effectivement de contribuer encore une fois à cette émission. Et plaisir partagé de vous recevoir sur ce plateau et de partager à nouveau cette thématique, sur ces thématiques sur lesquelles nous allons échanger tout à l'heure. Et en face de vous, vous avez M. Demba Seydi. Vous êtes également spécialiste des questions de gouvernance et de transparence, actuellement directeur des programmes au sein du CAJUS, citoyen actif pour la justice sociale. Merci également Demba d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir aussi de partager ces échanges avec Eliman, avec qui nous avons travaillé pendant longtemps sur ces questions. Et c'est tout heureux aussi que les médias constituent aujourd'hui des acteurs incontournables dans la gouvernance des ressources naturelles. Et merci également, c'est un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Et j'en reviens à Eliman. Quelle lecture vous faites, Eliman, des différents mécanismes aujourd'hui mis en place par les autorités publiques du continent et même aujourd'hui d'autres organisations non gouvernementales pour aujourd'hui veiller à plus de transparence dans l'exploitation des ressources minières et autres ressources extractives? Oui, c'est une vaste question parce qu'effectivement, beaucoup de choses a été fait depuis des décennies maintenant en ce qui concerne la gouvernance des ressources naturelles en Afrique. Depuis que surtout la prise de conscience a été faite sur la base de constats qu'en Afrique, les ressources naturelles, quelle que soit leur abondance, ne profitent pas aux populations africaines. Donc, c'est l'équation qu'il faut tout simplement résoudre. Et pour y arriver, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de défis dont il faut faire face. Il y a des défis qui sont d'ordre stratégique. Il y a des défis donc liés à la planification même de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Mais il y a des défis liés à la gouvernance. Et je pense que sur les défis stratégiques, le plus important, c'est le fait qu'en réalité, les ressources naturelles sont valorisées sur la base de leur commercialisation. Ce qui fait que quand on n'a pas le capital nécessaire pour pouvoir exploiter et transformer ces ressources naturelles, on n'en bénéficie pas. C'est ce qui justement crée une situation d'asymétrie avec ceux qui détiennent les capitaux et qui généralement sont des grandes entreprises privées étrangères, des multinationales et autres, appuyées par leurs États, qui sont les États du Nord les plus riches, et également donc au détriment de nos États, qui eux n'ont pas les moyens sur la base de ce système organisé et qui n'ont pas également les mécanismes
internes d'organisation qui permettent de maximiser le profit qu'ils peuvent tirer. Par rapport à ce défi, par rapport à ce défi Elimane, que vous êtes en train d'aborder aujourd'hui, est-ce que l'échange de technologie, le transfert plutôt de technologie aujourd'hui ne pourrait pas constituer une alternative sur le long terme, à savoir lors de la négociation de ces contrats, essayer de former les jeunes de ces pays sur les questions liées à l'exploitation des ressources du pays pour permettre sur le moyen, voire le long terme, que ce pays puisse se prendre en charge lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, ce transfert de technologie ne pourrait pas constituer une solution, surtout dans la phase de négociation? Absolument, mais ce transfert de technologie est un élément justement de la planification. C'est-à-dire quand on dit comment est-ce qu'on va exploiter nos ressources, on apprécie donc notre contexte, ce qui nous manque, dont la technologie effectivement. Donc on peut planifier pour dire, bon, d'abord ce que nous devons faire, c'est de former donc nos enfants à cette technologie d'abord. Que, comme d'autres l'ont fait, vous voyez comment la Chine s'est développée ces dernièrement, c'est parce qu'ils ont pris le temps d'amener les Chinois ailleurs, étudier partout, là où il y a la technologie est au top, pour revenir, comme l'Inde aussi a fait pareil. Et donc, je pense que c'était ça la stratégie qu'il fallait faire. Maintenant aussi, le transfert de technologie, ça, c'est possible. C'est possible dans la contractualisation. C'est-à-dire qu'au moment de donner des contrats pétroliers, miniers, gaziers ou forestiers, etc., il faut mettre des clauses qui garantissent le transfert de technologie. C'est-à-dire c'est une voie plus rapide. On dit, OK, vous avez la technologie et les capitaux, vous venez investir, mais vous allez former nos enfants, vous allez travailler avec des institutions qui sont des institutions africaines ici, des entreprises qui sont à un niveau où il faut les amener à un autre niveau pour que ces entreprises puissent prendre les relais. Donc c'est là, on organise le transfert de technologie sur la base des contrats. Mais malheureusement, si on évalue les types de contrats que nous allons signer dans le secteur, on voit que c'est des contrats souvent léonins et qu'il n'y a pas véritablement d'équilibre parce que souvent, donc, c'est ce qui justifie d'ailleurs le fait que nos États n'ont pas bénéficié jusqu'à présent de l'exploitation de ces ressources. Ce qui fait que ces États-là n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre et c'est ressenti souvent par les populations de ces pays-là. Et Demba, quels sont selon vous les fondamentaux aujourd'hui ou bonnes pratiques à respecter pour une exploitation optimale de ces types de ressources, à savoir les ressources naturelles et autres types même de ressources minières? Alors, très rapidement, je voudrais revenir sur deux éléments que Elimane a évoqués. Vous savez, jusqu'en 2006, par exemple, l'Union africaine n'était pas suffisamment imprégnée de la question de la gouvernance des ressources naturelles ou n'avait pas développé de mécanismes. Ce n'est qu'en partir de 2006 qu'ils ont créé un groupe de travail spécifique pour réfléchir sur la position que l'Union devrait avoir par rapport à la gestion des ressources. Du fait que l'Afrique mobilise quasiment la moitié des ressources naturelles du monde, donc, il ne faudrait pas fermer les yeux. Ensuite, le peu d'exploitation qui existait jusque-là était mené par des multinationales étrangères, ce qui fait que l'Afrique n'en tirait pas suffisamment de profit. Et le cadre juridique politique qui existait était toujours défaillant ou laconique pour pouvoir mieux répondre aux préoccupations des populations. Donc, ensuite, le groupe de travail a recommandé à l'Union africaine de développer une stratégie spécifique à la gouvernance des ressources naturelles, ce qui a donné naissance à la vision minière africaine en 2009. Et ça n'est suivi aussi la duplication de cette vision ou la mise en œuvre de cette vision au niveau plutôt régional. Donc la CEDEAO aussi s'est mise et est sortie avec sa politique de développement des ressources minérales, sa directive sur les ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Et plus tard, en 2019, ils ont développé ce qu'ils appellent la loi modèle sur la gouvernance des ressources naturelles. Alors jusque-là, c'est les mêmes préoccupations. C'est comment faire de sorte que les populations puissent tirer profit de ces ressources-là. Mais qu'est-ce qui justifie ce retard-là? Aujourd'hui, l'exploitation de ces ressources naturelles se fait depuis plusieurs décennies sur le continent africain. Certains mécanismes et initiatives que nous aborderons tout à l'heure existent depuis le début des années 2000. L'organisation continentale n'a commencé à travailler sur la question qu'à partir de 2006 pour aujourd'hui arriver à un texte ou bien arriver à un mécanisme en tout cas à partir de 2009. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ce retard-là noté aujourd'hui au sein de l'organisation continentale par rapport à la prise en charge de ces questions? Alors, les premiers contrats qui ont été signés avec les multinationales sont des contrats de concession qui attribuent tous les droits
à l'exploitant. Donc naturellement, l'exploitant s'était entouré de mécanismes qui lui permettaient de stabiliser ces contrats-là. Donc des clauses de stabilisation qui font que, quel que soit le changement de politique ou de régime juridique qui viendrait ou fiscal, on ne touchera pas aux avantages que j'ai déjà. Donc qui sont bien protégés bien sûr par le droit international de l'investissement aussi, mais malheureusement, ça n'a jamais profité à l'Afrique. Ça, c'est le premier défi que nous avons rencontré dans ces dernières années. La deuxième chose est que les lois qui ont été élaborées jusqu'à l'époque récente, jusqu'aux années 2010, en référence avec l'élaboration des instruments régionaux, c'est que c'était des lois à qualité attractive. C'était pour attirer les investisseurs pour qu'ils puissent venir tirer. Malheureusement, la part de tirer nos États de ces contrats-là était très marginale. C'est à peu près 10%. Ou bien c'est des contrats de service. La compagnie vient, elle effectue des services, que ce soit un échec ou une réussite, naturellement, vous devez payer la facture pour que la compagnie puisse recouvrer ses biens. Donc, naturellement, ça n'a favorisé pas, bien sûr, un gain pour les pays africains. Ce n'est que récemment, les contrats ont été changés en contrats de partage de production. Mais malheureusement, les mêmes griefs restent. C'est que la part de nos États est toujours marginale. Elle est 10% sur la pratique. Elle peut aller jusqu'à 25% théoriquement. Et le privé national peut investir, a la possibilité d'investir même s'il ne le fait toujours pas. Donc, ce qui fait que nos États restent toujours sur la marge de 10% de participation gracieuse. Est-ce que cela ne se justifie pas par les investissements également menés par ces multinationales-là, surtout dans la phase d'exploration avant d'en arriver à l'exploitation profonde? Alors, quelle que soit la formule, l'investisseur, lui, il recouvre d'abord l'ensemble de ses investissements avant de partager les bénéfices. Ce qui fait que pendant 20 ans, par exemple, vous verrez que des compagnies n'ont toujours pas encore fait des bénéfices. Elles sont toujours en train de partager juste les revenus annuels ou mensuels, de sorte que au moins elles puissent rembourser l'ensemble de leurs dettes. Maintenant, les compagnies développent des mécanismes qui font que nos États ne se retrouveront jamais dans les bénéfices. C'est d'exagérer sur les dépenses et avec d'autres pratiques fiscales frauduleuses, notamment l'évitement fiscal, les flux financiers illicites. Et ensuite, c'est d'aller s'inscrire dans des paradis fiscaux qui font que autant ils bénéficient des exonérations ou des allègements fiscaux dans le pays d'exploitation, autant ils ne payent pas les taxes et impôts dans les pays de destination des revenus. Ensuite, jusqu'à présent, dans les pays francophones particulièrement, le transfert des capitaux est intégral. Dans d'autres pays, vous ne pouvez pas transférer totalement vos bénéfices. C'est une partie que vous pouvez transférer. Mais jusque-là, pour le cas du Sénégal, une compagnie étrangère ou un investisseur privé étranger peut venir faire son exercice dans notre pays et transférer intégralement ses revenus dans des comptes qui sont à l'extérieur. Donc, jusque-là, cela ne favorise pas, bien sûr, un contrôle efficace des services fiscaux sénégalais et africains de façon générale, mais aussi cela ne favorise pas des retombées positives pour les populations. Ce n'est qu'à époque récente qu'on a développé dans certains pays un système de partage des revenus qui bénéficient aux communautés. Par exemple, au Burkina Faso, aujourd'hui, 1% du chiffre d'affaires des compagnies revient aux communautés. Et ça reviendra tout à l'heure sur les communautés et les retombées qu'ils peuvent y avoir. Et vous parliez tout à l'heure, Eliman, des défis aujourd'hui liés à ces questions-là. Je voulais qu'on aborde la question des enjeux. Qu'en est-il aujourd'hui des enjeux aujourd'hui liés à l'exploitation de ces ressources, puisque ce sont des ressources également qui attirent souvent convoitises et également qui peuvent être aussi source de corruption durant la phase d'exploitation? Oui, les enjeux sont énormes et stratégiques parce que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui donc rappelle à tous les États qu'il faut quand même travailler sur la souveraineté. La souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise de l'initiative et également la mobilisation de ses propres ressources domestiques pour financer son développement. Voyez-vous, on aura cette année la conférence sur le financement du développement, dont le paradigme avait commencé déjà à changer il y a 10 ans, en 2015, la dernière conférence, où effectivement on avait décrété l'accélération de l'exploitation des ressources naturelles, avec en même temps le partenariat public-privé qui, nous le savons tous, est à l'avantage du privé international, mais également en même temps on refusait de travailler sur la régulation de la fiscalité. Demba a parlé un peu de la fiscalité parce que un des enjeux majeurs sur les pertes que nous avons sur la valeur créée à partir de l'exploitation des ressources est dans le domaine de la fiscalité. Parce que comme ça a été rappelé, les contrats étant déséquilibrés, c'est plutôt sur la fiscalité que nos États peuvent gagner.
peut gagner en termes de part de revenus générés. Et à ce niveau-là, s'il n'y a pas une régulation fiscale, ça encourage effectivement les flux financiers illicites. Donc, il y a un transfert tout simplement de cette valeur créée vers les pays d'origine de ces entreprises. Voyez-vous? Et donc, ça, ce sont les enjeux énormes aujourd'hui, c'est-à-dire que les ressources... Sur ce point même par rapport à la fiscalité, je pense que vous avez eu à mener des activités ou études par rapport à l'exploitation pétrolière et gazière et ce qu'il en est également de cette question de la fiscalité. Oui, c'est-à-dire que ça, on l'a abordé. On s'est rendu compte qu'effectivement, il faut non seulement changer les lois, il faut les renforcer davantage. Au moment où d'autres continuent à dire que oui, il faut revenir sur les fiscalités incitatives, parce que par exemple, si on prend le cas du Sénégal, depuis qu'il y a un nouveau code en 2019, alors les gens ne viennent plus pour explorer notre pétrole et le gaz. Ce qui est un faux alibi, parce que par ailleurs, il a été démontré que ce n'est pas l'incitation fiscale qui est l'élément le plus important pour attirer les investissements directs étrangers dans plusieurs secteurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au contraire renforcer les régies financières pour qu'elles aient la capacité de pouvoir traquer. Cet évitement fiscal agressif utilisé par les entreprises multinationales, ça c'est un grand défi, parce qu'il faut d'abord la compétence qui n'est pas vraiment toujours au rendez-vous, même si des efforts se font, et il faut également des cadres qui ne sont pas des cadres comme par exemple le cadre utilisé aujourd'hui, c'est le cadre des BEPS des pays de l'OCDE, alors que les réalités et les enjeux ne sont pas les mêmes. Il faut donc des cadres beaucoup plus africains, beaucoup plus intégrés entre les États africains qui ont des ressources naturelles à exploiter pour pouvoir défendre davantage cela. Donc, nos investigations donnent donc l'opportunité à des recommandations qui vont dans ce sens-là. Davantage avoir des politiques qui sont des politiques cohérentes en matière d'exploitation des ressources nationales et de faire de sorte que les mécanismes mis en place puissent permettre à ce que ces ressources puissent profiter aux populations qui, au contraire, de ne pas en bénéficier parce qu'il n'y a pas de politique publique effective, en pâtissent tout simplement parce qu'elles sont en train de perdre par ailleurs donc les moyens d'existence durables sur lesquels elles vivaient jusqu'à présent. Donc, à côté de la fiscalité que vous étiez en train d'aborder, vous travaillez aussi sur les questions de redevabilité au sein de l'ex-Africa. Quelle place occupe la redevabilité aujourd'hui dans la gouvernance de ces ressources naturelles-là? Ça, c'est notre parti pris d'ailleurs, parce que je pense que, surtout au Sénégal, on est dans un contexte où la Constitution a quand même donné le cadre juridique de cette redevabilité en précisant clairement que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger ces populations en même temps que l'environnement, donc dans l'exploitation des ressources naturelles. Donc c'est ce cadre qui est utilisé pour davantage donner les moyens aux citoyens, pour que ces citoyens puissent pouvoir eux-mêmes interpeller donc les représentants qui se trouvent être les dirigeants élus, pour que leurs intérêts soient pris en compte. Et donc ça se fait au niveau local, au niveau des communautés où les ressources existent, mais également au niveau central où des organisations comme les nôtres travaillent au quotidien et de manière scientifique sur ces questions-là pour offrir des arguments pour que donc les politiques publiques puissent être améliorées davantage dans le sens de l'intérêt général, également de l'intérêt des populations qui sont en train d'en pâtir. Et on reste avec ces populations-là. Demba, vous commencez à parler de cela. Quelle implication des communautés aujourd'hui dans l'exploitation de leurs ressources? Parce que souvent, ces communautés également se plaignent d'être laissées en rade et ne sentent pas réellement les retombées liées à l'exploitation de leurs ressources. Alors, théoriquement, les populations ont des droits qui sont bien sûr défendus dans beaucoup d'instruments internationaux et nationaux, bien sûr. Maintenant, Eliman l'a dit tout à l'heure, des ressources naturelles appartiennent au peuple est une disposition constitutionnelle qui aujourd'hui donne tous les droits aux populations. Mais dans la pratique, cela reste toujours problématique. C'est pourquoi dans les dernières années et dans beaucoup de pays, nous avons d'abord considéré qu'il était important de renforcer les pouvoirs et les capacités de ces communautés-là, de sorte qu'elles puissent elles-mêmes porter leur plaidoyer et pouvoir démontrer les externalités négatives qu'elles sont en train de subir du fait de l'exploitation des ressources naturelles sans en tirer profit. Et c'est ce qui avait motivé notre campagne 1% d'abord au Burkina Faso, qui a fait que des populations maintenant ou les communautés
dispose de 1% du chiffre d'affaires des compagnies pour favoriser le développement local, pour au moins corriger certaines inégalités et certains déséquilibres qui existent. Au Sénégal, c'est 0,5% et que nous considérons que c'est encore peu et qui n'est toujours pas opérationnel d'ailleurs et que nous considérons qu'il faut le relever au moins ne serait-ce qu'à 1%, que ce soit aussi bien pour le secteur pétrolier que pour le secteur gazier. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a de nouveaux enjeux aussi qui se présentent à ces communautés-là. Les changements climatiques et leurs effets qui sont aujourd'hui exacerbés par la présence des compagnies multinationales, soit par l'exploitation minière ou par l'exploitation pétrolière et gazière, qui détruisent une bonne partie de l'environnement et des moyens de subsistance qui ont été, bien sûr, les leviers de développement ou de survie de ces populations-là. Donc, cela constitue aussi un réel problème. Alors qu'il y a des dispositions internationales qui donne le pouvoir à ces communautés de dire non ou oui à la présence d'une compagnie minière. Donc, ce qui veut dire que sur la base d'un consentement libre, préalable et éclairé, on devrait déterminer si une compagnie devrait opérer dans une zone donnée ou non. Et pour cela, d'où l'intérêt aujourd'hui de cette sensibilisation des communautés et des populations pour mieux cerner ces questions-là et être conscient de leurs droits. J'aimerais qu'on aborde ce point-là juste avant de finir, Demba. Vous avez été également coordonnateur régional de l'ONG Publiez ce que vous payez. Il s'agit du premier réseau mondial d'organisation de la société civile luttant depuis sa création en 2002 pour la transparence et la redevabilité dans ces industries-là. Par quel mécanisme aujourd'hui un tel réseau d'OSC a contribué à plus d'efficacité dans la lutte? La première approche pour nous, c'était de mettre le citoyen au centre de la décision qu'il faut prendre dans la gouvernance des ressources naturelles. C'est ce qui avait effectivement été le slogan principal de nos stratégies pour ces dernières années, c'est de dire un agenda citoyen pour les ressources naturelles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de doter ces communautés-là le pouvoir de pouvoir elles-mêmes revendiquer leurs droits, parce qu'il y a un ensemble ou un arsenal d'instruments juridiques et politiques qui encadre les droits de ces communautés-là, y compris sur l'expropriation, sur l'indemnisation de ces compagnies, sur la compensation dans les pays anglo-saxons, sur la protection de l'environnement, l'écosystème, les moyens de subsistance. Donc tous ces éléments-là sont bien encadrés, ils sont bien protégés par les instruments juridiques, notamment les principes de John Ruggie, les autres instruments de l'ONU, aussi au niveau de l'Union africaine, il y en a qui ont été adoptés et dans les différents pays aussi qui ont été internalisés. Mais toujours, il reste que cela, c'est de façon purement théorique. C'est ce qui a motivé, bien sûr, cet engagement très dynamique des organisations de la société civile, aussi bien occidentale qu'africaine. Un engagement très dynamique de ces organisations de la société civile qui a d'ailleurs permis à faire bouger les lignes aujourd'hui dans nos États africains. Ce sera d'ailleurs la thématique en seconde partie d'émission. Comment ces organisations de la société civile contribuent aujourd'hui à la transparence dans l'exploitation et la gestion des ressources minières. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Demba, aujourd'hui, beaucoup de mécanismes et d'initiatives ont davantage contribué aujourd'hui à renforcer la transparence et même la redevabilité dans les secteurs extractifs et autres secteurs miniers. On peut citer par exemple la norme ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est également une référence mondiale en termes de transparence et de redevabilité. Comment une telle norme aujourd'hui permet au gouvernement, à l'industrie et même à la société civile une meilleure compréhension de la gestion aujourd'hui de ces ressources-là? Alors, jusqu'à la création de l'ITIE, les citoyens n'avaient pas la possibilité de savoir tous les flux financiers qui existaient entre les compagnies et les États dans le secteur des industries extractives. C'est pourquoi la société civile dès 2002 a revendiqué cette position de pouvoir améliorer la transparence et cela a donné naissance à l'ITIE où c'est un espace multi-acteurs où tous les acteurs devront pouvoir se positionner et bien sûr défendre les intérêts de chacune de ces parties-là. Donc aujourd'hui, l'ITIE constitue une base de données très importante pour permettre d'abord aux citoyens d'avoir les informations, les données nécessaires pour comprendre le secteur. Parce que en plus des données financières, il y a maintenant les données contextuelles qui expliquent le cadre juridique, tous les mécanismes et les efforts entrepris par les acteurs dans le sens de la gouvernance des ressources naturelles. Donc c'est en cela que l'ITIE constitue aujourd'hui, tant bien que mal, une
une bonne opportunité de renforcer la transparence et la bonne gouvernance, et notamment la redevabilité dans le secteur des industries extractives. Même s'il y a beaucoup à améliorer dans ce mécanisme-là, mais il reste encore un organisme très utile dans la gouvernance des... Et quelle lecture vous faites, vous, Eliman, de ce mécanisme qui est l'ITIE, surtout dans le cadre de la redevabilité et de la transparence dans l'exploitation de ces ressources extractives-là? Oui, effectivement, l'ITIE a été une initiative de transparence qui a quand même été assez incisif. Même si je le rappelle tout là, ce n'est pas la panacée pour la transparence, au moins d'avoir une source d'information assez crédible sur donc les flux. D'abord, c'était ça au début, c'était surtout ce que les entreprises payaient, ensuite ce que les États recevaient pour faire la conformité, pour voir. Donc, c'est un instrument de transparence, mais qui a évolué avec dans ces exigences jusqu'à aujourd'hui, et intégrer les questions liées à l'environnement, aux arts, etc., etc. Et donc, aux bénéficiaires effectifs, ça aussi, c'est un élément de transparence. Donc, je pense que c'est un instrument positif. Moi, on peut l'apprécier, par exemple, nous étions là au moment où le Sénégal s'engageait, lorsque nous avons même fait le plaidoyer pour que le Sénégal s'engage. Et le premier rapport de l'ITIE au Sénégal a été tellement bien fait qu'il a permis, pour une fois, à tous les acteurs qui s'intéressent à la question de pouvoir savoir avoir des données pour parler du secteur. Parce qu'avant, on vous disait qu'on vous montrait des lingots d'or, on vous montrait quelques années après des lingots d'or. Avant, juste le rapport que le lycée qui date de 2014 nous disait qu'en 15 ans, le Sénégal n'a pas reçu 14 milliards des ressources naturelles, c'est incroyable. Alors que le premier rapport, déjà, on était sur plus d'une centaine de milliards. Donc c'est un instrument important en matière de transparence, mais on s'est rendu compte effectivement que ce n'est pas une panacée. Des questions de transparence se sont posées au Sénégal après les premiers rapports de l'ITIE. Des questions qui échappaient aux conférences de l'ITIE, par exemple, sur les contrats. Et d'ailleurs, je pense que le Sénégal a beaucoup influencé pour que les contrats soient intégrés finalement même dans l'ITIE, parce que quand on parle de transparence de contrats, ici, ce n'était pas un exercice de l'ITIE, effectivement. Et donc, il y avait eu les scandales qu'on a connus, surtout dans le secteur pétrolier et gazé. Donc voilà, je pense que la transparence va au-delà, mais c'est déjà au moins des instruments qui, c'est vrai, impulsés de l'extérieur, d'acteurs qui sont soucieux de la transparence et qui souvent le tirent d'une expérience même parce que, voyez-vous, les tireurs, c'est qui? C'est les Peter Hagen, etc. C'est des anciens de la Banque mondiale qui ont créé, qui ont mis en place Transparency International, ensuite l'ITIE, ensuite l'IP et autres. Toutes les initiatives de transparence viennent de ce même noyau. Alors, donc, c'est bien, mais ça renseigne aussi d'autres préoccupations. Et je pense que pour l'Afrique, on a besoin d'avoir aussi d'autres initiatives qui sont beaucoup plus en phase avec nos propres préoccupations. Parce qu'avec l'ITIE aujourd'hui, je le dis souvent, un rapport ITIE peut permettre, avec le travail qui se fait à n'importe qui, n'importe où, à Dallas ou etc., à Londres, de savoir systématiquement, d'avoir les éléments dont il a besoin pour pouvoir intervenir au Sénégal. Mais combien de Sénégalais citoyens sont capables de lire un rapport ITIE? Demba, depuis tout à l'heure, tous les deux, vous abordiez un point, à savoir que l'ITIE, aujourd'hui, c'est un très bon mécanisme, mais quand même qui a des limites par rapport, en tout cas, à ce qui est mené comme mission, surtout par ces industries-là au niveau des États concernés. J'aimerais qu'on reste sur un point, à savoir les bénéficiaires des contrats. Jusque-là, aujourd'hui, les pays signataires, en tout cas, de la norme ITIE, en sont à la phase déclaration, aujourd'hui, des bénéficiaires. Mais sur toute la chaîne aujourd'hui, les bénéficiaires finaux ne sont pas forcément la personne qui est déclarée. Est-ce que cela ne doit pas appeler également à aller au-delà, aujourd'hui, aller vers une divulgation des vrais bénéficiaires aujourd'hui de ces contrats-là d'exploitation de ces ressources minières? Il existe des dispositions aujourd'hui qui encadrent la déclaration des bénéficiaires effectifs. Et malheureusement, ce qui pose problème, c'est l'accès à ces données-là pour le citoyen. Parce qu'il faudrait d'abord exprimer une demande et exprimer la légitimité de la demande, ce qui constitue déjà une barrière fondamentale pour l'accès à ces informations-là pour le citoyen. L'État peut connaître bien sûr qui est le bénéficiaire effectif, mais malheureusement, le citoyen ou tous les autres instruments qui devraient bien sûr encadrer la gouvernance et la transparence ne parviennent pas à accéder à ces données-là. Donc, c'est un effort considérable
d'avoir les instruments juridiques en ce sens, mais aussi c'est un défi fondamental pour un citoyen, quelle que soit votre qualité, de pouvoir accéder à ces informations-là, malheureusement. Pour le cas du Sénégal et pour la plupart des pays d'ailleurs qui ont adopté ces instruments juridiques d'accès à l'information. La deuxième chose, c'est qu'un des défis ou bien une des limites de l'ITE, ce sont des déclarations a posteriori en réalité. Il y a des pays où on est parfois en retard de 4 ans sur la déclaration des informations qui peut maintenant être caduque. C'est le cas présentement d'un pays africain comme le Cameroun. Beaucoup de pays d'ailleurs. Alors, le Sénégal a fait des efforts d'être à -1, donc ce qui est bien sûr très appréciable. On a obtenu déjà le rapport de 2023, on attend le rapport du premier semestre de 2024 dans les prochains mois, mais toujours est-il que parfois c'est d'abord des données qui peuvent être caduques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'ITIE apparaît jusque-là comme une photographie. Donc, elle ne fait que photographier et observer les choses telles quelles. Elle n'agit pas a priori sur certaines dérives de gouvernance. C'est le cas, par exemple, des scandales sur les contrats pétroliers au Sénégal. Malgré le Sénégal avait la meilleure note au niveau mondial en termes de transparence ou de mise en œuvre de l'ITIE, et c'est la même année qu'est sorti les scandales portant sur l'affaire Petro-Tim. Donc vous voyez, en réalité, l'ITIE, malgré il promeut la gouvernance transparente, de la même sorte, il ne peut pas agir sur, bien sûr, les décisions malencontreuses dans le sens de la gouvernance des ressources naturelles. Donc cela constitue aussi... Mais est-ce que des dispositifs aujourd'hui, que sur le plan national, des dispositifs réglementaires sur le plan national aujourd'hui, ne pourraient-ils pas être complémentaires à cette norme qu'est l'ITIE? Oui, le Sénégal a adhéré d'abord au Code de la transparence de DUEMOA qui est transposé directement au niveau national. Donc ça reste une avancée considérable. Mais reste à voir maintenant, est-ce qu'on l'applique ou pas. Ensuite, au niveau national même, on a développé des instruments de transparence qui devraient pouvoir être efficaces. Et un cadre institutionnel très important. Au Sénégal, vous avez tellement de cours maintenant qui agissent pour favoriser la transparence et lutter contre la corruption. Et à la limite, on se retrouve même parfois dans une cacophonie entre ces différentes institutions qui œuvrent toutes pour la transparence et pour la lutte contre la corruption. Ce n'est pas les instruments qui manquent. Maintenant, ce qui manque, effectivement, c'est leur effectivité et leur adaptabilité dans notre contexte. Eliman l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse définir des instruments qui nous sont propres et qui peuvent, bien sûr, répondre à nos préoccupations. Je rappelle qu'en 2016, nous avions fait partie de l'équipe qui a élaboré le cadre de gouvernance des ressources naturelles en Afrique avec l'Union européenne. Mais jusque-là, cet instrument-là n'a pas été déployé dans les différents pays pour avoir au moins des institutions qui nous représentent. De la même sorte que l'ITIE a pu avoir des espaces ou des comités nationaux au niveau des pays qui mettent en œuvre, mais la vision minière africaine, le cadre de gouvernance africaine devait avoir les mêmes institutions au niveau des pays pour pouvoir mettre en œuvre. Mais malheureusement, on a la vision minière africaine, on a ce cadre de gouvernance des ressources naturelles africaines. Au niveau de la CEDEAO, on a au moins 3 instruments qui sont déjà adopté, mais il n'y a pas de répondant au niveau pays. D'où l'intérêt aujourd'hui d'aller vers cette intégration dont on parlait depuis tout à l'heure, beaucoup plus poussée entre les États africains. On reste avec le rôle des organisations de la société civile. Eliman, quelle lecture est-ce que vous faites de ce rôle de ces OSC-là pour la transparence, surtout toutes les missions en tout cas et les différentes activités qu'ils mènent dans le cadre de la transparence et dans la gestion de ces ressources minières? Une organisation comme la vôtre travaille beaucoup également dans ce sens-là. Oui, je pense que heureusement qu'on a quand même des organisations citoyennes un peu partout en Afrique. Parce que dans d'autres pays, par exemple, je prends l'exemple le plus dramatique du Nigeria. S'il n'y avait pas donc le mouvement Ogoni avec le rôle de la société civile, les communautés qui se sont organisées, alors certaines exploitations ne seraient jamais arrêtées. Hein? Donc le pouvoir des citoyens, il est là. Il peut aller jusqu'à arrêter une exploitation. C'était le cas au Nigeria. Un peu partout, ça se fait de façon moins dramatique à travers le monde. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est cette puissance qu'il faut donner aux citoyens. Et ça passe par les organisations de la société civile parce qu'elles ont la possibilité non seulement d'avoir accès à tous ces instruments que nous avons cités ici au niveau international, les normes et autres, etc., qu'on peut appliquer aux acteurs pour un peu limiter leur marge de manœuvre en termes d'externalités négatives, mais également elles ont les outils et les compétences
pour organiser la mobilisation citoyenne pour que les populations puissent faire face au pouvoir public. Elles sont également très proches des populations, des communautés qui vivent directement donc les conséquences, les impacts de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, ce sont les organisations qui sont les mieux placées aujourd'hui pour pouvoir jouer ce rôle, pour pouvoir renforcer le contrôle citoyen, pour pouvoir exiger la redevabilité. Et aujourd'hui, surtout, c'est le cas un peu partout, pour être des forces de proposition aussi. Et donc, pour améliorer les lois, pour même aller jusqu'à proposer même des projets, je dis projets de loi. Donc, ça veut dire travailler sur des documents de base qui peuvent être posés ou proposés de loi, n'est-ce pas? Donc, je pense que cette compétence technique qui existe et qui s'agrandit de plus en plus, qui se rajeunit également, qui touche également les masses populaires, je pense que c'est là où on va trouver justement une voie de salut. Et cette compétence technique, comme vous l'avez rappelé, au Nigeria, a réussi à faire arrêter des projets. Il y a la centrale à charbon également de Sendou, où la mobilisation des populations de Bargny a également réussi à faire arrêter le projet. Et le dossier est actuellement devant la cour, la chambre, en tout cas une chambre de la Cour suprême du Sénégal. Et ainsi, ces organisations de la société civile constituent-elles ainsi des contre-pouvoirs dans ce secteur-là, qui est le secteur extractif? Absolument. Je pense que c'est des contre-pouvoirs qui ont des voix qui sont des voix audibles. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, c'est également ce sont des structures de proposition très progressistes pour améliorer donc les conditions de vie des populations dans le secteur spécifique de la gouvernance des ressources naturelles. Et ce qui reviendrait à une meilleure prise en compte, en tout cas, des résultats des travaux et programmes menés par ces OSC-là, une meilleure prise en compte par les autorités publiques au niveau des politiques publiques qui sont menées. Et j'aimerais qu'on aborde une autre disposition d'Emba, à savoir le cas aujourd'hui du processus de Kimberley. Il s'agit plutôt d'un système de certification internationale qui vise à protéger le commerce légal des diamants bruts en endiguant aujourd'hui l'afflux des diamants qui revient des zones de conflit, ce qu'on appelle les diamants du sang. Aujourd'hui, que pensez-vous d'un tel processus PK, le processus de Kimberley? Alors, le processus de Kimberley, c'est aujourd'hui qu'il devient encore beaucoup plus pertinent. Vous voyez aujourd'hui tous ces conflits qui ont lieu sur le continent, notamment dans les grands lacs, traditionnellement grands lacs, notamment en RDC, À l'est de la RDC. mais tous les enjeux tournent autour de l'exploitation des ressources naturelles. Ça, c'est un élément. Deuxième chose, vous prenez les pays du fleuve Mano, Côte d'Ivoire, Guinée, Sierra Leone, Libéria, c'est les mêmes situations de conflit que l'on observe et qui ne répondent qu'à la préoccupation d'exploitation des ressources. Donc, que ce soit les diamants, l'or ou les autres minerais qui sont devenus les minerais critiques, qui font l'objet, bien sûr, de beaucoup de débats et de beaucoup d'enjeux au niveau de la RDC, par exemple, aujourd'hui. Mais je considère qu'il est important d'ailleurs de renforcer ce processus de Kimberley et de l'actualiser de sorte qu'il puisse prendre en compte des autres types de minerais qui n'étaient pas encore considérés dans ce processus-là. Parce qu'il est important que l'on, en tant que pays africain, que l'on puisse savoir que les motivations de plusieurs conflits ici découlent d'abord de l'exploitation et du contrôle de ces ressources-là, mais aussi que l'on comprenne qu'on ne doit pas, sur la base des intérêts d'un pays tiers X ou d'une compagnie étrangère X, confronter deux pays. Donc c'est pourquoi je considère qu'il est important et urgent même de réactualiser le processus de Kimberley, mais en s'appropriant ce processus pour qu'il soit purement un processus africain, qu'il ne soit pas défini par un agenda international en réalité. Parce que jusque-là, c'est ce qui nous manquait, c'est de nous approprier nous-mêmes tous ces instruments-là et de les développer de façon endogène, de sorte qu'ils puissent répondre aux préoccupations des Africains et non aux préoccupations de certaines puissances internationales. Parce que, Eliman l'a mentionné tout à l'heure, l'OCDE, l'Union européenne ont tous développé des stratégies d'exploitation et de valorisation des minerais critiques. Ce qu'ils appellent les minerais critiques, ce sont ces minerais qui sont indispensables pour la technologie des ressources, des énergies renouvelables. Mais malheureusement, nous autres,
qui sont des pays riches en ces ressources-là. Et en Occident, vous ne verrez aucun pays quasiment, à l'exception des pays de l'Est, aucun pays qui en est riche, qui détient des ressources naturelles. Et malheureusement, toutes ces ressources qui sont extraites de nos continents vont directement vers... Et comment faciliter aujourd'hui la mise sur pied de tels instruments qui nous sont propres? Parce que nous le rappelions depuis tout à l'heure, l'ITIE, le processus de Kimberley et la plupart en tout cas des normes que nous citons depuis tout à l'heure ne sont pas des normes qui nous sont propres aujourd'hui. Nos pays y ont adhéré. Mais comment faciliter aujourd'hui la mise sur pied de ces normes-là qui répondent mieux aux exigences et préoccupations de ces États africains où se trouvent ces ressources-là qui sont exploitées? Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui les centraliser, toutes ces normes-là, parce que ce sont des normes complémentaires, soit l'ITIE, Kimberley et tous les autres instruments. C'est de les centraliser et avoir au moins une lisibilité de qu'est-ce qui s'applique en quoi. Donc ça c'est un des efforts. Deuxième chose, c'est que pour les pays africains, qu'ils créent eux-mêmes les cadres institutionnels qui sont chargés de la mise en œuvre de ces instruments-là. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, de la même sorte que le comité international de l'ITIE a réussi à avoir des comités nationaux dans tous les pays de mise en œuvre, on devrait avoir la même dynamique pour l'Union africaine de créer des institutions au niveau des comités nationaux pour mettre en œuvre et suivre même l'effectivité de la mise en œuvre de ces instruments qui sont développés. Je vous donne l'exemple de la CEDEAO. Il y a 3 instruments qui sont là, la directive, la politique minière de la CEDEAO ou des ressources minérales et la loi modèle. Mais aucun pays quasiment ne met en œuvre si ce n'est pas de rappeler ces dispositions-là dans les codes. Donc, parce qu'il n'y a aucun espace, un instrument ou un cadre institutionnel qui permet de suivre la mise en œuvre de ces instruments-là. Donc, malheureusement, elles ne sont pas effectives parce qu'effectivement, elles ne sont pas suivies, il n'y a pas de cadre institutionnel qui est chargé de les réaliser. Et Eliman, que vous inspire ce rôle joué par ces organisations de la société civile pour la transparence et la redevabilité aujourd'hui dans l'exploitation de ces ressources minières? Puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, la plupart de ces normes et initiatives quand même, la société civile a beaucoup contribué à ce qu'on arrive à leur adoption. Oui, tout à fait. Et parce que ça aussi, c'est lié à la genèse des organisations de la société les plus présentes sur le secteur, comme vous le savez, c'est le même processus exogène et qui fait qu'effectivement, également, ils suivent un agenda qui est un agenda international, mais qui n'est pas mauvais en soi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, a permis au moins de lever pas mal de voiles dans le secteur. Maintenant que cette assimilation de cet agenda est faite, depuis les années que ces organisations sont en travail, elles ont les moyens de pouvoir réorienter les perspectives vers des préoccupations totalement endogènes et de faire beaucoup plus de pression au niveau de nos communautés économiques régionales et d'intégration de l'Union africaine, etc. Par exemple, la vision minière africaine doit être une préoccupation pour ces organisations-là, pour la rendre applicable. Parce que c'est une vision qui a de l'ambition et qui a pas mal de dispositifs, de mécanismes qui peuvent être utilisés pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles, mais il faut que les organisations soient beaucoup plus puissantes à ce niveau de plaidoyer et de pression pour que des suivis puissent se faire. Le mécanisme MAIOP, tout à l'heure, Demba a parlé d'ailleurs au dernier sommet, le rapport sur les ressources naturelles a été finalement présenté devant les chefs d'État. Et donc, je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup d'actions qui doivent être menées par les organisations de la société civile pour le suivi de ce rapport qui aujourd'hui n'est pas encore totalement divulgué. Je cours derrière nos collègues qui sont là-bas pour dire mais partagez ce rapport avec nous. On en a besoin pour pouvoir faire le travail de suivi. Donc, il faut que nos organisations puissent, au-delà de lever des lièvres, puissent les poursuivre pour transformer de façon structurelle donc la gouvernance de façon générale du secteur. Mais alors, on appelle également, Eliman, à la volonté politique des gouvernants, puisque de la même façon, comme Demba l'a rappelé depuis tout à l'heure, de la même façon aujourd'hui que ces processus de Kimberley, d'ITIE et d'autres processus sont appliqués et disposent même de comités nationaux, il se doit également pour les gouvernants d'avoir la même volonté pour ce qui est des dispositions régionales et autres dispositions. Ça, c'est une excellente question, parce que c'est pour cela que j'ai parlé de renforcer le pouvoir des citoyens, parce que les gouvernants n'ont de respect que pour leurs électeurs. Et donc, si les citoyens sont puissants, sont renforcés,
ils vont davantage écouter. Parce qu'effectivement, il y a souvent la politique de l'Autriche, il y a les dilatoires, etc. Et même si les gouvernants disent être conscients de certains enjeux, ils prennent beaucoup de temps pour les rendre effectifs. Et donc, il faut davantage renforcer donc, ce pouvoir de contrôle citoyen, de contre-pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, pour que à tous les niveaux, ces citoyens soient prêts à soulever les véritables questions. Et ça commence quand même à à donner des fruits. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'il y a aussi des changements de régime, parce que les changements de régime sont des opportunités pour faire des grands pas en avant. Parce que c'est des périodes, c'est des charnières, mais propices au plaidoyer. Et d'ailleurs, si vous voyez beaucoup de réformes, beaucoup de progrès dans les réformes qui ont été faites, ces progrès-là, on les a eus dans des périodes de changement de régime, comme au Sénégal. Et surtout que de plus en plus, on voit émerger sur le continent africain des leaders qui se réclament souverainistes en tout cas et mettent en avant les intérêts de leur communauté. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Eliman Habi Kane. Vous êtes président fondateur du think tank panafricain Lex Africa. Merci encore d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir aussi d'échanger avec vous sur ces thématiques-là. C'est un plaisir partagé et puis surtout avec mon frère Demba Seydi. Et plaisir partagé également Demba Seydi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Vous êtes spécialiste des questions de transparence et de gouvernance aujourd'hui, de ces ressources-là. Présentement, vous êtes directeur des programmes au CAJUS, qui est une organisation qui signifie Citoyens actifs pour la justice sociale. Merci également d'avoir été avec nous. C'est nous qui vous remercions de cette opportunité de communiquer avec des citoyens africains sur ce que nous devons faire de nos ressources pour au moins améliorer le développement économique et social. Merci également à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.